Vous êtes en relation avec le... essayiste, géopolitologue et qui est auteur notamment de Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Ah, tu m'as déjà mis en ligne, t'es génial. Est-ce que déjà tu peux un café? Déjà? Il y a 3 personnes en salle d'attente. Ça, c'est bien la commission du souvenir. Vas-y, fais-moi un café, j'enchaîne. Donc aujourd'hui, je vais partir vers 4 heures. J'ai commencé à préparer le travail de jeudi. Je reviens jeudi, mais je ne repose pas de journée. Ok? C'est ça? Ce soir, je vais allumer la bougie de Tranica sur mon père. Très bien. Voilà, ils t'attendent déjà. J'y vais, je fonce. Je suis prête, j'ai juste à cliquer. Ils sont 4. Et je vais te mettre en administrateur, comme ça je peux sortir. Super. Voilà, comme ça je te nomme administrateur et tu peux jouer tout. Et je me débrouille. Tu ouvres ta liste de participants, tu fais rentrer ceux que tu veux. Il y a personne en salle d'attente, voilà, salle d'attente. Donc là, je fais rentrer, admettre.
admettre. Tu as Pierre-François Veil qui s'est annoncé aussi. Génial. Il y a Richard aussi qui va venir. Très bien. Je vais écouter alors. Même si Ouais, tu as raison. Isabelle Choco est là. Génial. Bonjour. Bonjour Rachel, c'est toi que j'entends là. Mais oui, Tu vas bien? oui. Et toi? Oui. Je reviens tout de suite. Je vais fermer la porte de mon bureau pour ne pas créer de nuisance pour mes collègues. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Comment tu vas, Stéphanie? Ça va très bien. Voilà. On est déjà au moins 3. Voilà, Madame Poznanski arrive, elle est là. J'essaie de n'oublier personne. Evelyne Asco est là, c'est super. Isabelle Choco, c'est vous? Comment tu vas, Robert? Je vais bien, merci. À Big Ezen. Big Ezen. Voilà, si vous le voulez bien, on va saluer Madame Renée Poznanski, qui est tout en haut à gauche de l'écran. Bonjour, je suis Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous allez Bonjour. On s'est rencontrés là pour la première fois en Israël pour la mission Exodus. Et qui est en train de parler? Henri Batner. Oui, mais je m'en souviens, bien sûr. Oui. Voilà, et puis on s'est vu 2-3 fois après, on a bien discuté. Eh bien, on va continuer aujourd'hui. Raphaël Efraï. Alors, ce que nous allons faire, Madame Poznanski et tous mes amis membres de la commission, quand le président de la commission, Bruno Alioua, sera là, on va donc tous se présenter pour que Renée Poznanski, ensuite, à l'issue des questions, sache qui lui parle et qui vous représentez les uns et les autres. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour ma chère Stéphanie. Tu vas bien? Bonjour Raphaël. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais envoyer un petit mot à Bruno. Il est 57. J'aime bien l'expression yiddish qui dit Abim et Zeitzer. Oui. Mais on ne se rencontre pas. Et moi, les Zooms, je dois dire que ça me laisse très insatisfaite. Ben, je suis tout à fait Absolument, d'accord. mais Moi aussi. comme on ne peut pas faire mieux, comme on peut malheureusement pas faire mieux, Oui, mais ça va. On verra le bout. non, mais c'est vrai que ça prive de quelque chose d'essentiel. Hein. Ah oui. Oui, mais on Non, peut déjà se parler. Oui, C'est déjà beaucoup. bon, bientôt on sera tous vaccinés, Vous croyez? bien sûr. Moi, je ne serai pas la première. Moi, je me vaccinerai sans problème. Ouais. Si on pouvait vacciner de la sottise, ça serait bien. On en est loin. Ah, oui, On s'ennuierait quand même. ouais, Si tout le monde est intelligent et pas trop. toi. Mais on s'ennuierait pas, Stéphanie. Je vous salue de Bretagne. Je sais que tu es en Bretagne. Esther Seno m'a tout dit. Ah bon? Oui. Ah J'ai eu bon. Esther au téléphone. Oui. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, Alain de Toledo. Bonjour, Tu viens d'entrer. Bonjour Alain. bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai pas l'image de Rachel. Ben oui. Non, on ne te voit pas, Rachel. C'est vrai que tous ceux qui sont connectés, si vous voulez bien enclencher la vidéo pour que Madame Poznanski puisse vraiment parler à des individus incarnés. Alors, attends, où est-ce que je dois… En bas de votre écran, il y a un petit micro et une petite image de vidéo. Il faut appuyer sur la petite image de vidéo si elle est rayée. Ah oui, ça y est. Voilà. Et là, après, on va te voir. Ah, Et voilà. Bravo. Merci. Il y a encore 2 personnes qui sont en train d'essayer de se connecter.
Ah, très bien. Alors, je regarde dans ma salle d'attente. Là, je vois. Alexandre, tu vas bien? Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour à René. Alexandre. Ça va bien? Personne en attente. Bonjour Alexandre. Voilà, Bruno arrive. Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour Alors Rachel. voilà, je répète, chers amis, pour tous ceux qui viennent de se connecter, si vous voulez bien avoir l'amabilité de mettre votre vidéo en action, de façon à ce que Madame Poznanski puisse tous nous voir. Et nous sommes nombreux aujourd'hui. Bonjour Judith. Et là, Monsieur Pierre-François Veil, le président du comité français pour Yad Vashem, qui vient de nous rejoindre. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Si vous pouvez actionner votre caméra, Monsieur Veil, c'est bien. Ah, je vais essayer de faire ça en plus. Merci beaucoup. Voilà, pardonnez-moi, je n'avais pas vu. Et je vous prie de m'excuser. Vous êtes tout à fait pardonné et nous vous remercions très sincèrement. On est heureux de vous recevoir dans la commission des souvenirs. Alors, bonjour à tous. Hein, c'est toujours un vrai plaisir d'avoir cette petite réunion avec vous. Un très grand merci à Mme Renée Poznanski parce qu'elle le disait tout à l'heure et on en a parlé toutes les deux au moment de l'invitation. C'est très compliqué. Voilà, pour les historiens, normalement, de travailler comme ça par Zoom, hein, ça peut avoir un effet de saturation. Mais elle a accepté de bien vouloir discuter avec chacun d'entre nous. Alors, Madame Poznanski, chacun va se présenter. Je vais d'abord vous présenter Monsieur Bruno Alioua, qui est tout à fait en bas à gauche de votre écran. Il y a écrit docteur devant son prénom. Docteur Bruno Alioua, qui est le président de la commission du souvenir du CRIF. Et donc, à qui je vais laisser la parole. Bruno, je pense que chacun va se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et moi, je continue d'admettre les gens, si tu veux bien. D'accord. Bonjour, Madame Renée Poznanski. Merci d'avoir accepté immédiatement de se joindre à nous. Notre réunion, en fait, a lieu selon un rythme mensuel et on réunit pratiquement tous les dirigeants de toutes les grandes associations en France qui se consacrent à la mémoire de la Shoah. Donc, moi, mon nom, c'est Bruno Alioua. Je suis donc médecin, président de la commission mémoire au CRIF, président de l'Association des médecins israélites de France. Et puis, moi, j'ai un grand merci à vous dire, parce que c'est grâce à votre livre Être juif en France, qui est paru en 1994, que j'ai pu enfin comprendre véritablement l'histoire de la Shoah en France d'une manière assez extraordinaire. Enfin, c'est un livre que je conseille. Le nombre de rééditions de cet ouvrage est la preuve de sa valeur. Moi, je vous propose que chacun se présente. Je crois qu'il y a Rachel, j'ai dit... Ah ben, Raphaël. Raphaël, tu nous entends? Raphaël, tu peux te présenter, je pense que c'est... Il n'a pas ouvert son micro. Si, ça y est, il l'a ouvert. Voilà. Ah oui, ben Raphaël, il a 95 ans. La peau. Et c'est un ancien déporté qui était dans la résistance juive. Préalablement, il a été arrêté pour cela. Et maintenant, est toujours président de l'Union des déportés d'Auschwitz, qui malheureusement voit tous ses adhérents anciens déportés disparaître. Mais il n'empêche que nous continuons à travailler et je crois que nous avons fait au cours de toutes ces dernières années beaucoup de choses. Et en particulier, d'une part, j'espère que vous connaissez tous Mémoire demain, et en même temps, actuellement, cette extension de Mémoire demain à tous les camps de concentration, d'extermination, les sites d'assassinat, les mots me manquent là en ce moment. Bon, autrement dit, nous continuons à faire un immense travail, surtout par Isabelle Ernaud, qui aujourd'hui s'excuse de ne pas être là, elle le regrette, parce que de façon concomitante, elle a justement avec Esther Seno un Zoom sous cette forme-là, on appelle ça un streaming, avec quelques centaines d'élèves. Voilà.
Merci Raphaël. Rachel Gédignac. Oui, bonjour. Voilà, je suis membre de l'association Mémoire Juive. Je suis membre fondateur pour la pose des plaques dans les écoles, la mémoire des enfants déportés. Et je suis la présidente du comité de l'EMSEN pour la pose des plaques. Voilà. Ok. Alors, excusez-moi, hein, on va reprendre tout de suite. Et ça résonne énormément quand on parle. Est-ce que ceux qui ne parlent pas peuvent juste couper le micro et le réactiver au moment de la prise de parole et on continue dans les présentations rapides? Alors, la parole maintenant à Evelyne Askolovitch. Bonjour, je représente la coopération féminine. J'ai un petit lien spécial, je pense, avec René Poznanski à cause de Jo Fuchs. Jo, c'était voilà. C'est un de mes amours. Oui, moi aussi. J'ai adoré Jo et Fanny. Moi aussi. Si quelqu'un me manque, c'est eux deux. Voilà, moi aussi. Et accessoirement, je ne crois pas que je représente quiconque, mais je suis ancienne déportée à Bergen-Belsen, mais j'ai été déportée des Pays-Bas et pas de France. Merci Evelyne. Richard Prasquier. Le micro. Voilà. Donc, voilà. Donc, Richard Prasquier, je suis ancien président du CRIF et ancien président du comité français pour Yad Vashem également dans le passé, et puis ancien président du Keren Hayesod. Donc, voilà, je suis très heureux de participer à cette réunion. Merci Richard. Monsieur Pierre-François Veil. Bonjour à tous. Comme vous l'avez gentiment dit, rappelé, je suis président du comité français pour Yad Vashem. J'ai l'immense plaisir et honneur de succéder, après quelques personnes qui se sont intercalées, à Richard Prasquier. Le comité français est tout à fait habituellement représenté par François Storgman, que je vois et que je salue, que je remercie de sa fidélité et d'être présent, mais votre présence, Madame Poznanski, votre intervention suscitait mon intérêt, et en plus le sujet particulier sur Israël et la Shoah est pour moi quelque chose que j'ai découvert un peu avec étonnement quand j'ai commencé à aller en Israël au début des années 70. On était à l'époque 25 ans seulement après la fin de la guerre, enfin, oui, la guerre, et j'étais assez surpris de l'ambiance, enfin de la façon dont Israël traitait la Shoah. Ça m'intéresse de voir comment ça a évolué. Je sais que ça a beaucoup évolué parce que voilà, mais ça m'intéresse. Et puis enfin, je suis particulièrement heureux parce que je vois juste à côté de moi sur l'écran mon ami, j'ose pas dire enfin je dis mon ami, mais je me vante, Raphaël Israël, dont je suis absolument ravi de voir, puisqu'on ne peut plus se voir en physique, et que je salue et que j'embrasse chaleureusement. Je suis très, très heureux que vous soyez avec nous. Voilà. Mais merci à tous et pardon de cette intervention un peu longue. Merci beaucoup, Monsieur Veil. Henri Wattener, à toi. Bonjour à tous, je suis Henri Wattener, effectivement. Je préside le Farband et accessoirement fondateur. Ça a un petit peu coupé. Henri. Concentrez toujours. Henri Wattener, c'est le Farband, c'est le Yiddish. Judith Citrinowitz. Bonjour, je travaille à la Fondation pour la mémoire de la Shoah et je suis en charge de la commission mémoire et transmission. C'est à ce titre que je suis là au sein de la commission du souvenir du CRIF et je suis également en charge de la commission lutte contre l'antisémitisme et dialogue interculturel à la Fondation. Merci Judith. Claude Boschurberg. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bon, j'ai un métier, je suis ostéopathe et psychosomaticien et des activités bénévoles. Donc, depuis 80
où j'anime l'émission Mémoire et Vigilance sur Radio Shalom et où j'ai la responsabilité de la rubrique Mémoire à actualité juive. Je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2020 et qu'il y a exactement 79 ans, eh bien, se tenait la première fusillade massive au Mont-Valérien de 70 résistants opposants otages. Et je signale que dès jeudi soir à 18h se tiendra une table ronde avec nos amis Serge Klarsfeld, Annette Vievorka, Antoine Grande et Olivier Lalieu pour rendre hommage aux fusillés du Mont-Valérien, et ça se passera par Zoom. Voilà, j'en ai fini. Et Razak pour cette réunion pour célébrer, je dirais, René Poznanski, qui est une grande historienne. Merci Claude. Michel Azaria? Il faut mettre le micro. Bon, on ne l'entend pas. Voilà, voilà, super. Excusez-moi. Oui, je suis. On parlait tout à l'heure des décès des anciens déportés et j'ai succédé à Chaim Vidal Sefira pour être président de JEA, une association qui a mis une dalle en judo-espagnol, qui a fait poser une dalle à Birkenau en judo-espagnol, et ça serait sous la présidence de Madame Simone Veil. Merci beaucoup. On va continuer sur le judo espagnol avec Alain de Toledo. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Effectivement, Michel a parlé de Chaim Vidal Sefira, qui est disparu juste il y a un an et qui était le président d'honneur de Muestros Desaparecidos, dont je suis le président. Et nous avons travaillé, toutes les associations judéo-espagnoles, pour écrire un mémorial des judéo-espagnols déportés de France. Voilà. Merci beaucoup. On continue sur ce thème avec Muriel Flicoteau. Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver tous là, même si c'est que par Zoom. J'appartiens à plusieurs associations et ici je représente le CIET, qui est un lieu de mémoire de l'immigration judéo-espagnole à Paris. Merci beaucoup. Galit Toiti. Le micro, Galit. Bonjour. Oui, le temps d'activer le micro. Je suis Galit Toiti, je suis la directrice de l'association Yad Layelet France, l'enfant et la Shoah, et qui est représentante en France de Bet Lochamé Getaot et qui développe des ressources pédagogiques spécifiquement pour les écoles élémentaires, le cycle 3, CM2. Merci Galit. Alexandre Boriki. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Alexandre Boriki, le président de l'association Mémoire du Convoi 6 et des Camps du Loiret. Nous nous occupons de préserver la mémoire donc de convois spécifiques partis des camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande, donc le convoi 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 et 35. Et puis, voilà, j'ai un petit bonjour à passer à René Poznanski de la part de ma maman, René Siratsky. J'allais poser la question. Voilà, qui est à côté de moi et qui t'écoute, René, voilà. C'est super, merci à elle de nous suivre, c'est très touchant. Jacqueline London, c'est à vous. On m'entend? Oui, là non. Ça y est, c'est bon. Merci à tous. Comme Muriel, je trouve que c'est très agréable de nous retrouver. On est plutôt plus nombreux par Zoom que dans certaines réunions en présentiel. Je représente le Cercle Bernard Lazare et j'ai repris très modestement le travail que Claude Ampel a fait dans cette commission. Je suis fille de déportée qui a eu la chance de revenir et petite fille de déportée qui n'a pas eu la chance de revenir. Voilà. Je suis en direct, attends, je suis en direct. Et je suis très je suis en direct en recherche de ce qui s'est passé pour moi pendant la guerre. Voilà, avec une histoire, comme toutes les histoires particulières, mais il y a un grand blanc ou un grand noir, comme on peut dire. Merci à vous de nous réunir. François Storgman, même si M. Pierre-François Veil vous a présenté brièvement, il n'y a pas de raison qu'on ne vous entende pas. Allez-y. Oui, bonjour, je suis une habituée, Storgman, et je suis déléguée générale du comité français pour Yad Vashem. Merci beaucoup. Last not least, Robert Egenès.
Bonjour à tous, ravi de vous voir à cette commission. Donc, Robert Regenès, directeur du CRIF. Heureux de vous accueillir aujourd'hui tous ensemble sur Zoom. Moi aussi, petit-fils de déporté, je suis tout à fait intéressé à entendre votre conférence, Madame Poznanski. Voilà, nous en avons terminé avec les présentations. Je sais qu'il y a Régine Lipp qui est en train d'essayer d'entrer. Je vais la présenter rapidement. Régine Lipp est une des principales membres actives de la Fédération des fils et filles des déportés juifs de France. Merci beaucoup à tous pour cette présentation. Madame Renée Poznanski, on brûle de vous entendre sur le thème l'État d'Israël et la Shoah. Donc, c'est à vous. Alors, première question, avant même de vous remercier, combien de temps est-ce que j'ai à ma disposition? Plus exactement, combien de temps avons-nous tous ensemble à notre disposition? En général, pour qu'on reste de quelque chose de raisonnable, on se laisse 1 heure. Donc, 1 heure à partir de maintenant? Oui, on va dire maintenant 1 heure à partir de maintenant, parce que le quart d'heure de présentation, voilà, ne compte pas vraiment. D'accord. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis très, très honorée d'avoir été invitée à vous parler. Et comme j'avais dit à Stéphanie, j'avais beaucoup hésité. Je lui ai dit, parce que j'ai quand même répondu assez rapidement et tout de suite de façon positive, j'ai hésité pour 2 raisons. La première, c'est que bon, je n'ai pas fait vraiment de recherche sur cette question-là et que je n'aime pas parler sur des sujets sur lesquels je n'ai pas fait de recherche spécifique. Mais bon, j'ai quand même eu l'occasion tout de même de suivre d'assez près un certain nombre de choses et je pense que le sujet est brûlant et j'espère quand même éclairer un petit peu vos lanternes et en tous les cas, pouvoir animer une discussion sur ce qui concerne en effet la place de la Shoah en Israël. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est Zoom. Je vous avoue que, bon, c'est vrai, c'est mieux que rien. Je suis bien d'accord avec tout le monde à ce sujet, mais moi, je trouve ça très, très frustrant. Ce que j'ai toujours aimé dans mes rencontres ou dans les conférences que j'ai pu donner, et j'en ai donné quand même un certain nombre, c'est le contact direct, c'est de rencontrer les gens. Et ce n'est pas de déverser du savoir, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ça m'a toujours été très… Et donc, les rencontres sur Zoom, pour moi, sont très, très frustrantes. Mais compte tenu du sujet, compte tenu de ceux qui m'invitent, compte tenu de l'honneur qui m'est fait, j'ai pensé que ce serait me dérober que de ne pas répondre par la positive. Donc, me voilà. Ce que j'aimerais, si vous le voulez bien, c'est plutôt donner quelques éléments d'introduction pour une discussion. Je n'ai pas envie de vous donner une conférence très, très structurée ou quelque chose de très construit, mais je préférerais plutôt qu'on entame une discussion sur un sujet qui est quand même très, très chaud, très sensible et qui est devenu particulièrement ces derniers temps. Et j'imagine qu'on va arriver à cette question assez rapidement, d'autant que nous avons ici des représentants d'Yad Vashem. Alors, je n'ai pas besoin pour tant de personnes qui s'occupent des questions de mémoire de parler de l'importance ou en tous les cas de la signification de la mémoire de la Shoah. Elle est importante partout, elle est importante dans la diaspora, dans toutes les diasporas, en France en particulier, elle est importante en Israël également et pour des raisons un peu différentes. Elle est importante parce qu'elle est liée aux questions d'identité. C'est pas à vous que je vais dire qu'en diaspora, l'identité des Juifs, en fait, ça s'articule autour de trois pôles avec un équilibre différent suivant les personnes entre la religion, la mémoire de la Shoah et l'attachement à l'État d'Israël. En gros, c'est vraiment en très, très gros. Là encore, comme il s'agit de donner quelques mots d'introduction pour une discussion, je simplifie et je vous prie de m'en excuser. En Israël, la question est quand même un peu différente et elle est un peu différente encore qu'elle soit toujours liée à des questions d'identité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la mémoire de la Shoah a toujours été, à tout moment, et elle continue à l'être, et elle continuera à l'être, l'objet d'une instrumentalisation politique. Alors, il y a des instrumentalisations politiques plus douces, il y en a d'autres qui sont plus brutales, mais toutes les questions de mémoire sont toujours la base ou un terreau fertile pour une instrumentalisation politique. Je crois qu'il faut être conscient de ça.
avant même d'en arriver au développement récent et à tout le reste. Alors pourquoi est-ce que c'est différent en Israël? Ben, c'est assez évident, parce qu'au moment où l'État d'Israël a été créé, il y avait environ 3/4 de la population qui était liée d'une façon ou d'une autre directement à la Shoah, qu'il s'agisse d'environ 120 000 nouveaux immigrés, nouveaux immigrants venus des camps de DP, de Displaced Persons, de personnes déplacées, ou de ceux qui avaient un rapport direct avec ceux qui étaient les victimes de la Shoah en Europe. 3/4, c'est beaucoup. Je veux dire, ça fait tout de même sur les 600 000 juifs qui constituaient le Yishuv à l'époque, c'est énorme. Donc ça, c'est un premier plan, un premier point. Et pourtant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à cette époque-là, au moment de la création de l'État, le Yishuv se battait pour sa propre existence, et c'est ce qui explique aussi ce que je vais dire tout de suite, à savoir que jusqu'au début des années 60, en fait, sur le plan public, politique, il y a eu très peu d'intérêt à porter à la question de la Shoah ou à la mémoire de la Shoah ou à ce qui pouvait être relié à la question de la Shoah. Le Yishuv se battait donc pour son existence et il se présentait en outre comme la réponse ultimative, la meilleure réponse, la seule réponse possible à la Shoah. La Shoah, c'était la victimisation des Juifs. La création de l'État d'Israël, c'est ce qui ne permettrait plus qu'une telle victimisation soit possible. Donc l'État se présentait d'emblée comme l'antithèse de la Shoah d'une certaine façon. Et ça correspond également, et puisque je disais que les questions de mémoire sont liées aux questions d'identité, à une transformation très profonde de l'identité des Juifs telle qu'elle était perçue à l'époque ou telle qu'on voulait la transmettre à l'époque, à savoir les Juifs qui étaient victimes jusqu'à présent devenaient tout à coup, ou grâce à la création de l'État d'Israël, les maîtres de leur destin. À cela s'ajoute le contexte politique du conflit israélo-arabe, ou israélo-palestinien, qui va peser tout au long de l'existence de l'État pour des tas de raisons, mais qui va aussi peser sur la question de la mémoire de la Shoah, de différentes raisons, de différentes façons. Bon, on ne peut pas rentrer ici dans les détails, mais ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que ce conflit si déjà la question de la mémoire est un terreau fertile pour le développement d'une instrumentalisation politique, le fait même de l'existence du conflit israélo-palestinien joue un rôle d'accélérateur dans l'instrumentalisation politique de la mémoire de la Shoah. Tout au long, et là on pourra en reparler, et dans tous les sens d'ailleurs, et absolument par tout le monde, par tous les acteurs politiques en présence dans le champ politique israélien. Alors, jusqu'au début des années 60, en fait, il ne se passe rien en Israël en ce qui concerne la mémoire de la Shoah, strictement rien. Rien, c'est évidemment faux de le dire de cette façon-là. Sur le plan personnel, il se passe des tas de choses, mais ça c'est vrai dans le monde entier. Et il y a quelques petites initiatives par-ci, par-là, des kibbutzim notamment, Lochamei Agetaot en est un, puisqu'on parle de on a parlé de Lochamei Agetaot, mais en gros, il n'y a pas au niveau de l'État une initiative qui est prise. Il faut attendre le procès à Eichmann qui change tout. Et on revient à ce que je disais. Pourquoi le procès à Eichmann? Pourquoi est-ce que Eichmann a été arrêté? Pourquoi est-ce que David Ben Gurion a décidé de cette arrestation et de la tenue du procès? Précisément pour inscrire la Shoah dans l'identité israélienne. Donc l'objectif est très clair d'emblée. Et en effet, pendant toute la tenue du procès en 1961, en avril 61, pendant toute la tenue du procès, les Israéliens étaient scotchés à leur radio et ils entendaient les victimes parler. Et du coup, cette Shoah est devenue présente, mais elle est devenue présente aussi d'une façon un peu différente de ce qui était le cas auparavant, où l'accent était donné sur la question de la résistance. Ça ne veut pas dire que la question de la résistance s'est effacée, et on y reviendra, mais ça veut dire que tout à coup, les Juifs victimes et l'ampleur de cette tragédie, les dimensions humaines de cette tragédie étaient vécues au quotidien par tous les Israéliens scotchés à leur radio qui entendaient les témoins témoigner.
Et ça a été un profond, quelque chose d'émotionnellement très, très fort. Et c'était voulu par Ben Gurion. C'est tout à fait, on parle d'instrumentalisation. Le terme a une connotation négative, mais donc on pourrait parler d'utilisation pour ne pas proférer de jugement de valeur, mais c'était un objectif politique poursuivi par David Ben Gurion. Il souhaitait que très profondément dans l'identité de chaque Israélien soit inscrit le traumatisme de la Shoah pour que le plus jamais ça, grâce à l'État d'Israël, devienne quelque chose de constructeur de l'identité israélienne. Il a tout à fait atteint son objectif. Et alors, c'est à ce moment-là, et c'est tout à fait intéressant parce que je suis tombée un peu par hasard là-dessus parce qu'on m'avait demandé un jour au Mémorial de la Shoah de donner une conférence sur l'enseignement de la Shoah en Israël, et je suis tombée sur un texte qui m'a absolument, qui m'a beaucoup étonnée, et je suppose qu'il va vous étonner vous aussi. Et c'est un texte d'avril 61 qui est en fait le texte de la première directive qui a été donnée par le ministère de l'Éducation nationale sur la façon dont il fallait enseigner la Shoah. Alors, il n'y avait pas de directive jusqu'à présent. Avril 61, première directive, bon, au moment effectivement où toute cette question de la Shoah devient du domaine public avec le procès Eichmann. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'il n'y a strictement aucune sanctification dans ce texte du terme de Shoah. Et ce que j'entends par là, c'est que, et bon, ce n'est pas un programme, hein, il s'agit de directives d'instruction pour l'enseignement dans les écoles. Alors, il y a effectivement un contexte historique qui est développé. Le nationalisme allemand, c'est lié au nationalisme allemand, donc ce n'est pas lié à c'est une inscription dans l'histoire de l'Europe. Ce n'est pas une inscription dans l'histoire juive et de l'antisémitisme, c'est une inscription déjà dans l'histoire de l'Europe. Et ensuite, dans le développement historique, on y parle de la défaite des peuples face aux armées hitlériennes et de leur Shoah. C'est-à-dire chaque peuple a eu sa propre Shoah. Les Polonais ont eu la leur et on décrit la Shoah de chacun des peuples. Et puis, il y a la Shoah de notre peuple. Vous voyez ce que j'entends, ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y avait pas de sanctification du terme de Shoah. Ensuite, évidemment, un accent très fort mis sur l'héroïsme avec la Renaissance, l'héroïsme des résistants et la renaissance de l'État d'Israël. Et ce qui est intéressant également, puisqu'on parlait de la question de la résistance, qui est toujours mise en avant, et là encore, c'est pour des raisons politiques, il faut le comprendre. Je veux dire, ça ne veut pas dire que les choses sont fausses, ça veut dire qu'on porte l'accent sur un sujet ou un autre pour des raisons très claires, qui ne sont pas toujours d'ailleurs, et qui sont certaines fois assumées de façon consciente, et qui parfois le sont moins, mais qu'on peut déceler plus tard par le jeu de l'analyse. Notamment dans le contexte historique, ce qu'on demande de souligner, c'est qu'il y a eu d'autres victimes que les Juifs, mais qu'ils étaient beaucoup plus puissants que les Juifs et qu'ils n'ont pas pu résister. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de répondre à ceux qui posent la question de la résistance des Juifs. Pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas pu se résister? Alors, on vous apporte déjà la réponse, en fait, dans ces instructions. On vous dit, mais en fait, il y a eu des peuples beaucoup plus puissants qui ont aussi été les victimes de l'hitlérisme, du nazisme, et qui n'ont pas résisté pour autant. En même temps, la question de l'héroïsme, et ça, c'est quelque chose qui va se développer par la suite, de l'héroïsme et de la résistance des Juifs. Et là encore, j'essaye d'aller très, très vite pour laisser de la place à vos questions et à des réponses, et en fait, plutôt à un débat qu'à autre chose. C'est qu'il y a un lien historique et national entre la Shoah et la création de l'histoire et la lutte pour l'indépendance. Ce sont les mêmes, en fait, les mêmes héros qui ont résisté puis qui ensuite ont créé l'État d'Israël. Et le procès Eichmann montre, ça aussi c'est encore une des choses sur laquelle on demande d'insister, le procès Eichmann montre que la justice peut être rendue grâce à l'existence de l'État d'Israël, et en même temps, on demande
on y demande ou on y instruit les professeurs pour qu'ils mettent un accent sur une identification émotionnelle entre les élèves et les victimes de la Shoah. Donc, on trouve très tôt cette notion de transmission d'une émotion et pas uniquement d'un savoir. Je crois que c'est important à dire. Cela dit, il y a des instructions, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre sur la Shoah, et il a fallu attendre encore 20 ans pour que soit publié un livre en 1980 par Israël Gutman et Chaim Schatzker, et il a fallu attendre effectivement en 81. C'est le Likoud qui est au pouvoir à ce moment-là, et c'est le ministre de l'Éducation issu du Mafdal, du parti juif religieux, le Mafdal, Zvulon Amer, au ministère de l'Éducation, qui décide de la rédaction d'un ouvrage, d'un manuel pour les écoles, où là, l'accent est mis sur l'héroïsme des Juifs, mais l'héroïsme des Juifs entendu au sens large, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de la résistance armée, mais d'une résistance qui se manifestait, qui s'exprimait sur tous les plans. C'était une résistance morale, culturelle, le fait même de survivre, de la volonté de survivre, était présenté comme une forme de résistance compte tenu des circonstances dans lesquelles les Juifs auxquels les Juifs étaient réduits. Alors, ce qui a suivi, et j'en arrive ensuite à Yad Vashem, mais ce qui a suivi après, c'est un développement sociologique en Israël qui fait que les générations se sont succédées, que les témoins ont commencé à parler de plus en plus, mais ça, je passe très vite là-dessus parce que c'est vrai partout, et qu'on en a fait un usage de plus en plus important dans tous les domaines, et notamment au niveau de l'enseignement également. Et quelques mots également en ce qui concerne la première intifada, l'intifada de la fin des années 80, début des années 90. À la suite de l'intifada, de nombreuses polémiques ont commencé à se développer parce que tout à coup, on se trouvait face à la situation d'une population civile qui se révoltait dans les territoires occupés, et c'est l'armée israélienne qui devait mettre fin à cette révolte civile. Et du coup, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais disons qu'au niveau des études qui ont été faites à ce moment-là, beaucoup d'études ont été faites sur la question des perpetrators, de ceux qui ont été, on est passé en même temps, on a continué avec les victimes, on a commencé à parler plus des perpetrators, de pourquoi est-ce qu'ils pouvaient être des perpetrators, dans quel sens, qu'est-ce que ça signifiait, de nombreuses questions morales ont commencé à se poser, liées à l'occupation des territoires, à la répression de la révolte dans les territoires, etc. Le résultat, c'est que les commémorations sur lesquelles je vais parler directement, qui sont des commémorations qui ont commencé, la première commémoration a été décidée en 1951, ont commencé à se développer de plus en plus des commémorations alternatives, et on pourra y revenir, pour se détacher d'une certaine vision de la commémoration, du lien entre l'État d'Israël et la Shoah, qui était perçue comme trop nationaliste. Alors, Yad Vashem. Alors, Yad Vashem est central, bien évidemment. La première commémoration, je l'ai dit, a été décidée en 1951 par la Knesset. La création de Yad Vashem, 1954. Et Yad Vashem est devenue l'institution centrale en Israël, et je ne voudrais pas surtout que Lochamei Agetaot ou Yad Mordechai ou d'autres kibbutzim se sentent vexés par cette approche, mais oui, Yad Vashem est central dans toute la façon dont la mémoire de la Shoah s'est développée en Israël.
Alors, centrale déjà, puisque j'ai beaucoup parlé de l'enseignement, je vais quand même dire un mot là-dessus, parce que également s'y est développé une école, un institut d'enseignement de la Shoah qui est devenu un véritable empire à l'intérieur même de Yad Vashem, en plus du musée, en plus de l'organisation de commémorations, en plus des conférences scientifiques, en plus de tout ce qui peut être fait par Yad Vashem. Il y a également une école par laquelle passent quasiment tous les élèves du pays, d'une façon ou d'une autre. Il y a une visite à Yad Vashem, on leur donne des cours. Ce sont eux qui organisent également ceux qui accompagnent les voyages en Pologne. Et des voyages en Pologne sont organisés dans quasiment toutes les écoles, avec un contenu différent en fonction des écoles. Et les voyages organisés par les kibbutzim sont différents des voyages organisés par les écoles religieuses quand elles sont organisées par des écoles religieuses ou par des écoles du système central, israélien. Et les soldats, pour devenir officiers, passent également par un enseignement à Yad Vashem. Il y a un institut de recherche qui attire de nombreux chercheurs de par le monde qui travaillent sur la Shoah. Il y a, j'ai oublié plein de trucs. Oui, tous les dirigeants étrangers qui viennent en Israël passent par Yad Vashem. C'est une façon pour le pouvoir de dire « N'oubliez pas, nous sommes les héritiers des victimes de la Shoah ». Je veux dire, il faut comprendre que quand je dis une chose pareille, quand je dis ça, ça n'est pas un jugement de valeur. Je pense que tous les dirigeants l'ont fait, tous les dirigeants le feront, quelle que soit leur couleur politique. Qu'ils en tirent un bénéfice immédiat, ça reste un fait objectif. Quand un dirigeant étranger passe par Yad Vashem et qu'ensuite il tient des réunions politiques avec le chef de l'État ou le chef du gouvernement, il est évident qu'il a sa visite à Yad Vashem ici et que c'est quelque chose qui est tellement lourd qu'il ne peut pas l'évacuer. Donc, c'est évidemment, là encore, je parlais de terreau fertile pour une instrumentalisation politique, on est en plein dedans. Mais encore une fois, je ne porte pas ici de jugement de valeur. Je serai chef du gouvernement d'Israël. Chaque visite officielle passerait par une visite à Yad Vashem. Ça me paraît évident. Il n'empêche que il y a ici un objectif politique très clair et qui est immédiatement qui est utilisé d'une façon ou d'une autre et qui peut l'être par la suite dans les débats qui suivent. Alors là, c'est effectivement, tout dépend du chef de gouvernement. Il peut décider de l'utiliser ou pas, de plus ou moins, ça c'est autre chose. Mais objectivement, il y a ici un lien qui sert dans tous les rapports avec l'étranger. Et en jouant sur le sentiment de culpabilité, sur nous sommes les représentants d'eux et par conséquent, bon, je vous laisse tirer vous-même vos conclusions. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et pourquoi est-ce que j'ai signé, et je ne m'en cache pas, la pétition pour protester contre la volonté de nommer Efi Eitam comme directeur de Yad Vashem. Alors, pour quelle raison? C'est pas parce qu'il a telles ou telles opinions politiques. La question n'est pas là.
Avner Shalev est quelqu'un de très consensuel sur le plan politique. C'est pas un dangereux révolutionnaire. Hein, c'est quelqu'un de très très consensuel. Il a promu à Yad Vashem une vision extrêmement nationale pour. Tu dois y aller, Joseph? Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? National pour ne pas dire nationaliste, et c'est tout à fait légitime. On peut trouver que c'est un peu mieux, un peu moins bien, on peut proposer d'autres solutions, des alternatives, mais il l'a fait et il a, en tous les cas, de façon extrêmement claire, il a fait de Yad Vashem une institution dotée d'un énorme prestige moral, un énorme prestige au niveau de toutes les questions, absolument toutes les questions qui sont liées à la mémorialisation de la Shoah, absolument toutes. En plus, le musée est absolument passionnant. Sur le plan muséographique, c'est une très très grande réussite. On peut là encore discuter la ligne idéologique de fond, mais elle est légitime comme toute autre ligne idéologique. Rafi Eitam, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'il représente une personnalité qui peut précisément porter atteinte à ce prestige de Yad Vashem aux yeux du monde entier. Pourquoi? D'abord parce qu'il a couvert de son autorité des actes de brutalité commis par des soldats à l'égard des Palestiniens. Et il y a eu un procès, donc c'est un premier point. Le deuxième point, parce qu'il a tenu des propos racistes à l'encontre des Arabes israéliens, allant même jusqu'à les qualifier de bombes à retardement. Je parle des Arabes, des Palestiniens de l'intérieur, des Palestiniens qui vivent à l'intérieur des frontières reconnues de l'État d'Israël, des frontières d'avant 67. Il a préconisé le transfert des Palestiniens des territoires occupés, c'est-à-dire les évacuer pour avoir un grand Israël qui serait purifié sur le plan ethnique. Il souhaite empêcher que les Arabes israéliens, ou en tous les cas, il s'est exprimé dans ce sens, pour empêcher qu'ils siègent à la Knesset. Alors, vous comprenez que toutes ces idées-là sont des idées, et il a proféré ces idées-là publiquement, sont des idées qui, moralement, sont problématiques. Et je suis vraiment très prudente. Hein. Elles sont moralement problématiques. C'est entacher, mettre à la tête d'une institution comme Yad Vashem, qui repose sur un soubassement moral très fort, et c'est ce qui fait sa force. Quelqu'un qui n'a pas de crédibilité morale, c'est atteindre au prestige de Yad Vashem. Et le résultat se fera, s'il est vraiment nommé, pour l'instant, je ne sais pas très bien où ça en est, mais enfin, ça n'a pas encore été entériné. S'il est vraiment nommé, ça signifie, ça portera un coup, à mon avis, énorme, non pas seulement à Yad Vashem, mais à toute la question de la mémoire de la Shoah, qui perdra une partie de sa légitimité morale. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une décision qui était extrêmement grave et que j'ai signé la pétition. Voilà. Je vous ai envoyé, enfin, j'ai dit plein de choses sur des tas de sujets en essayant d'être prudente, même si je ne le suis pas toujours. Et donc, je crois que le mieux, ce serait peut-être que vous posiez des questions, qu'on entame une discussion, et je suis prête à vous répondre sur tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Madame Poznanski, pour cet exposé d'une densité, d'une énergie, avec un lot d'informations, de pistes de réflexion, pardon, un chat dans la gorge, qui sont vraiment pour nous de la matière à penser.
Bien sûr, on va vous poser des questions. Je pense qu'il convient, puisqu'on a beaucoup parlé de Shoah et de morale, de donner la parole en premier lieu aux deux survivants de la Shoah qui sont parmi nous, Raphaël Ezraï et Evelyne Asco. Et ensuite, si vous voulez, ce sera Pierre-François Veil et Richard Prasquier. Et ensuite, on va fonctionner comme ça par 4 questions par 4 questions. Alors, on verra en fonction de la longueur des questions si Mme Poznanski peut tout assimiler comme ça de manière un peu brutale. Sinon, on prendra un par un. Evelyne, ladies first, c'est à toi. Ensuite, Raphaël. Merci beaucoup, Renée, parce que tu as été courageuse. Moi, je voulais savoir, il y a toujours eu depuis très longtemps un problème financier pour les rescapés de la Shoah. Je sais qu'au début de l'État d'Israël, l'Allemagne n'a pas donné ce que les rescapés avaient le Wiedergutmachung, parce que l'État d'Israël avait demandé à Adenauer de le donner à l'État d'Israël et que l'État d'Israël allait donner du travail aux rescapés de la Shoah. Je sais que Colette Abital a beaucoup parlé ça à la Knesset. Moi, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'on dit tout le temps que les rescapés de la Shoah en Israël sont la population la plus pauvre du pays. Est-ce que tu peux dire ce qui se passe en ce moment? On prend la question de Raphaël, Madame Poznanski, ça vous va? On prend plusieurs questions? Ok, Raphaël, à toi, tu veux? Mets le micro. Mets ton micro, s'il te plaît. Une petite question toute simple. Quels sont les motifs qui ont conduit le gouvernement à choisir actuellement ce nouveau président éventuel, potentiel de Yad Vashem? Très bien. On va prendre la question de Richard Prasquier. Je suis sûre que vous avez une question. Oui, Richard, il faut mettre le micro, s'il vous plaît. Voilà, vous m'entendez là? Ouais. Oui, Efietam vient de dire qu'il n'a jamais dit qu'il fallait chasser les Palestiniens, les Arabes israéliens d'Israël. Je ne porte pas de jugement ici sur Efietam. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il fallait les empêcher de siéger à la Knesset. Il a dit que… Voilà. Non, je voulais simplement préciser les choses. Je ne porte pas ici, je ne suis pas là du tout pour porter un jugement. Et il a dit qu'en cas de conflit, ceux qui ne prendraient pas le parti d'Israël, il vient de dire dans la déclaration que je viens de lire ce matin sur le Time que, bien entendu, il pensait que la majorité des Arabes d'Israël seraient des citoyens israéliens tout à fait, et qu'ils devaient avoir les mêmes droits que les autres, mais que ceux qui n'auraient pas les mêmes positions, il faudrait les faire partir d'Israël. C'était une simple remarque, c'est une simple précision. Sur le plan des discours, vous avez effectivement parlé de l'affaire judiciaire légale dans laquelle ces soldats avaient effectivement brutalisé des Palestiniens, et je crois que l'un d'entre eux était mort, et la Cour avait recommandé qu'il ne soit pas promu militairement, et c'est Barak qui l'a nommé pourtant, malgré cela, général de brigade. Enfin, ça c'est une simple remarque. Oui, lorsque le Yad Vashem a été créé en 1954, il a été effectivement créé en tant que mémorial de la Shoah et de la Gévoura. Et la Gévoura a très souvent pris la priorité sur la Shoah. C'est fascinant d'entendre votre remarque qui montre que le terme même de Shoah était simplement un terme voulant dire destruction, ne voulant rien dire d'autre, et que c'est petit à petit, avec les années, qu'il a pris une connotation très, très, très spécifique. Ça me fait penser à ce que disait
Lanzmann sur ce terme qu'il ne comprenait pas et qu'il avait choisi justement parce qu'il ne le comprenait pas. Et voilà, c'est ma remarque, elle est là-dessus. Je pense que l'image que le monde entier a de Yad Vashem est quelque chose d'extrêmement important dans la perpétuation du travail de mémoire de la Shoah. Et je pense que le point fondamental est que cette image ne doit pas être entachée. Et voilà, quoi que l'on pense soi-même de ce qui doit être là, maintenant c'est aux Israéliens d'intervenir pour que ce mémorial reste ce qu'il a été. Pardon, merci Richard. On va prendre la 4e question et après on va laisser répondre Madame Poznanski à tout ça. Monsieur Pierre-François Veil, est-ce que vous avez une question? Oui, merci de me donner la parole. Je ne sais pas si j'ai une question. Je voudrais faire quatre petites observations. La première, j'ai été étonné, Madame Poznanski, de vous entendre dire que jusqu'au procès Eichmann, appelons-le la Shoah, hein, par facilité lexicologique. Mais enfin, disons ce qu'on appelait à l'époque l'Holocauste, parce qu'on ne parlait pas de Shoah, mais on parlait d'Holocauste. Donc c'était quand même bien, il y avait quand même bien une spécificité. N'était pas un sujet en Israël, sinon dans les vies privées, mais pas dans le pays. C'est tout de même, me semble-t-il, un peu faire l'impasse sur la loi de 1953 qui institue Yad Vashem, car Yad Vashem n'est pas une initiative privée. Yad Vashem est une initiative de l'État, voulue par l'État, qui va ensuite évoluer avec le temps, mais c'est voulu par l'État. On va créer des commissions qui sont présidées par, en ce qui concerne par exemple la commission des justes, qui est l'attribution des justes, c'est présidé par un juge suprême. Enfin, c'est vraiment très institutionnel. Donc j'étais un petit peu étonné, même si effectivement, il est tout à fait exact que, et c'est ma deuxième observation, il est tout à fait exact qu'encore au début des années 70, enfin moi quand j'ai commencé à aller en Israël, il n'y a que 50 ans, effectivement, alors que, comme vous l'avez rappelé, 3/4 du Yishuv ont un lien plus ou moins fort avec la Shoah, personne ne veut en parler et tout le monde regarde devant. Du reste, et c'est une comparaison qu'on n'a jamais faite, c'est assez intéressant sur le regard qu'on porte sur les sociétés européennes, sur le regard qu'elles ont elles-mêmes porté dans les années 60 et 70, 50, 60 et 70, sur la Shoah. Et sur le fait qu'effectivement, au fond, pas plus en Israël d'une certaine façon, et pour des raisons évidemment différentes. Hein. En Europe, c'est lié à la culpabilité, c'est lié à une difficulté de regarder son histoire, c'est lié à tout un tas de choses, mais au fond, c'est assez intéressant de voir que aussi bien dans les pays européens qu'en Israël, que dans les pays européens, à l'époque, on a du mal à regarder. Ça, c'était ma seconde observation. La troisième, c'est tout de même celle sur l'instrumentalisation des visites. Vous avez évidemment raison, et j'ai suffisamment, avec Richard, avec Raphaël et évidemment d'autres gens qui sont présents, accompagné le Premier ministre, le Président de la République et parfois même le secrétaire d'État à l'inaction sociale pour savoir qu'effectivement tout homme politique qui sera en Israël passe par Yad Vashem. Mais enfin, d'abord, c'est le propre de tous les pays. Souvenez-vous de la photo montrant le chancelier Kohl avec son petit-fils qu'il tenait par la main, je veux dire François Mitterrand, à Verdun. Et en définitive, c'est pas tellement plus mal de passer à Yad Vashem que de passer au mémorial d'Atatürk quand on va en Turquie et qu'on va à Ankara, où c'est aussi un passage absolument obligatoire. Et par conséquent, c'est peut-être une instrumentalisation politique
mais la Shoah est présente en Israël comme la Révolution française est présente en France encore 250 ans plus tard. Par conséquent, là encore, je crois que c'est une prudence d'universitaire, c'est une prudence de chercheur, c'est une honnêteté intellectuelle de l'évoquer, mais c'est aussi une absolue évidence. Et j'allais dire que de la même façon qu'au Cambodge, il a fallu qu'il y ait un certain nombre de musées, peut-être pour que le peuple cambodgien arrive à vivre avec son histoire, je ne suis pas sûr que ça sera aussi facile, par exemple au Rwanda, où c'est extrêmement compliqué de sédimenter, de placer l'histoire dans des lieux d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois que, voilà. Bon. La dernière chose, c'est sur la nomination l'éventuelle nomination du possible successeur d'Avner Shalev. Tous ceux qui le connaissent partagent évidemment tout ce que vous avez dit sur Avner Shalev, qui a été un président absolument extraordinaire et qui a, alors lui, consolidé, mis du béton autour de ce qu'est Yad Vashem et de sa notoriété, et dans des années parfois difficiles. C'est la vivacité de la démocratie israélienne et c'est la vivacité de la capacité contestataire du peuple juif que les gens s'expriment et que les gens manifestent. Et moi, je trouve ça très bien, et je trouve ça formidable. Et les gens sont pour, les gens sont contre, ils s'expriment, etc. Je crois, cela étant, qu'il faut, en ce qui concerne les institutions, et je dis bien les institutions, je ne parle pas des individus, et je sais que, enfin, je constate que ça a été le choix fait par un certain nombre d'institutions françaises, et en particulier la FMS. Que dirait-on si à l'étranger, on se mettait à officiellement contester la nomination de tel ou tel à la direction du musée du Louvre, pire encore, d'une institution qui réunirait à la fois le musée du Louvre, le Panthéon et l'Arc de Triomphe. Parce que, au fond, c'est un peu ça, d'une certaine façon. En tout cas, c'est le Panthéon et l'Arc de Triomphe. Enfin, l'Arc de Triomphe, j'en sais rien, mais le mémorial de Yad Vashem. Donc, je pense qu'il faut tout de même être prudent. On peut tout à fait espérer qu'il ne soit pas nommé. Ce n'est pas fait. Je ne sais pas ce qui se passera. C'est probablement peut-être grâce ou à cause de la vivacité de la démocratie israélienne que finalement ça n'aboutira pas. Je sais que pour l'instant, il y a un veto qui est posé par le parti blanc-bleu, et comme dans l'accord de gouvernement, etc., il y a un certain nombre de choses. Et c'est très bien comme ça. Et c'est formidable qu'Israël soit une démocratie. Moi, j'en suis extrêmement fier. Mais je pense qu'il faut être prudent de ne pas fragiliser par avance ce qu'il pourrait se passer si, malgré tout, voilà, il est nommé. Il faut aussi se réserver, parce qu'on n'aura pas le choix, de juger sur pièce et ne pas, parce que ça rejoint le propos que vous avez tenu avant, tout ça est tout de même très politique. Il faut faire attention de ne pas être les idiots utiles de gens qui, eux, instrumentalisent tout et toujours. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de sujets. Voilà. Allez, Madame Poznanski, on vous écoute. Beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Je commencerai par dire que de l'instrumentalisation, tout le monde en fait. Donc, c'est pas du tout, et je reviendrai là-dessus. Bon, alors d'abord, la question de la situation financière des rescapés de la Shoah. Evelyne, oui, il y a une Colette Avital fait tout, enfin, elle fait un travail formidable. Et effectivement, mais en France non plus, hein, les Français n'ont pas reçu de compensation. En tant que les Français, c'est l'État
État qui faisait plus de l'État français ne faisait plus de distinction. Enfin, je ne connais pas bien ces sujets. Hein. Je ne les connais pas bien, donc j'aime pas trop me prononcer sur des sujets que je ne connais pas à fond. Je l'ai déjà dit d'emblée. Mais il y a effectivement, je ne sais pas si c'est la population la plus pauvre du pays, sans doute pas. Mais il y a effectivement toute une frange de la population qui est rescapée de la Shoah et qui est très, très pauvre et qui ne perçoit pas ce qu'elle devrait percevoir. Et le pays, à mon avis, sur ce sujet-là, ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Mais plus que ça, je n'ai pas les éléments de réponse pour pouvoir l'alimenter. Les motifs du gouvernement pour nommer Effie Eitam, c'est de l'insensibilité. C'est un gouvernement de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, qui ne trouve pas que les propos tenus par Effie Eitam soient particulièrement scandaleux et qui donc a vu que c'était un très très bon soldat, qui a fait preuve de qualité de direction incomparable, probablement, et qui s'en tient à ça sans aller au-delà, c'est tout. Et probablement des liens politiques qui font que ça les arrange, ça leur permet de nommer quelqu'un qui leur est fidèle à un poste prestigieux. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ce n'est pas pour promouvoir les idées particulières de Effie Eitam, c'est parce qu'au bout du compte, ils sont probablement pas, ils ne le diraient peut-être pas de cette façon, mais une partie des choses, des jugements proférés par Effie Eitam ne leur sont pas, en tous les cas, même s'ils ne sont pas vraiment d'accord, ils n'y voient pas un grand problème. Et donc, c'est plutôt une insensibilité générale sans comprendre ce que ça peut avoir comme répercussion. Richard Pasquier, vous avez parlé de l'image dans le monde. Je crois que c'est très, très vrai. Je veux dire, la véritable raison pour laquelle je pense qu'il faut s'opposer de toutes nos forces à cette nomination, c'est que l'image dans le monde de Yad Vashem, ça fera un tort immense au pays, ça fera un tort immense à la mémoire de la Shoah, ça fera un tort immense à tout ça. Et que c'est la raison pour laquelle moi je m'y suis opposée. Je pense que le résultat, c'est que ça conforte trop une certaine image d'Israël qui ne se sent plus liée par des objectifs moraux, qui est devenu nationaliste. Ça conforte une idée, ça va renforcer le mouvement de boycott du pays, ça va éloigner des tas de gens à l'extérieur. Moi, je suis dans le milieu des universitaires et je vois bien que même pour des gens qui sont extraordinairement critiques à l'égard de la politique du pays, ils sont beaucoup plus prudents dans leur critique de Yad Vashem que moi, je ne pouvais l'être. Parce que ça représente quelque chose. Il y a quelque chose de sacré autour de cette institution. Et ça va être fichu en l'air, complètement. Si on met quelqu'un qui a pu proférer des propos pareils, ça va être totalement supprimé. Et c'est ça qui m'inquiète, très, très sincèrement. Alors, Monsieur Veil, oui, vous avez raison, quand j'ai parlé de l'absence du débat public, c'était absent la Shoah avant 61 était absente du débat public et il n'y avait pas de directive sur la façon de l'enseigner. C'est dans ce sens surtout que je parlais d'une absence. Évidemment, Yad Vashem a été créé avant, mais la question de comment on transmet, ça s'est imposé d'emblée comme nous remplaçons, en fait, nous sommes ceux qui maintenant représentons le peuple juif, et donc nous sommes des héroïques, les résistants ont résisté et maintenant ils ont construit le pays. Et la question de Yad Vashem, des victimes et de la Shoah elle-même, c'est un peu été délitée et n'était pas prise en main. Il n'y avait pas de conscience d'une nécessité d'encadrer la façon dont cette transmission se faisait. Le silence en Europe, bon, moi j'ai écrit là-dessus en ce qui concerne la France, dans mon livre sur la résistance et la question de la persécution des Juifs. Pour moi, c'est même pas la question, le point d'interrogation n'existe pas, silence ou pas silence. Il y a eu, je pense que les Juifs, tout simplement,
en privé, absolument, il n'y avait pas de silence, ou en tous les cas pas partout. Et que ce qu'il y a eu, c'est comment dire, un milieu ou un milieu français qui ne voulait pas les entendre, et que c'est pas nouveau. C'était la suite de ce qui se passait pendant la guerre, où les good guys, à savoir les résistants dans leur presse clandestine, ont accordé une place absolument minime à la Shoah. Bon, j'ai écrit 800 pages là-dessus. C'est pas maintenant que je vais essayer de vous convaincre, mais je serais ravie évidemment d'en parler une autre fois et quand vous voulez. Alors, l'instrumentalisation des visites, Monsieur Veil, ce n'était pas du tout un jugement et ce n'était pas de la prudence. Quand vous parlez de la prudence des universitaires, ce n'est pas la prudence des universitaires. C'est l'analyse faite par les universitaires pour essayer de comprendre quelles sont les implications objectives d'une visite à Yad Vashem. C'est tout. Et elles existent, ces implications objectives. Donc, c'est tout. Ça ne s'appelle pas de la prudence et il n'y a pas de jugement de valeur derrière. Et oui, il y a l'instrumentalisation des visites, et je l'ai dit, c'est absolument d'autant plus légitime que je vous ai même dit, si je me souviens bien de ce que j'ai dit il y a quelques minutes, que si j'étais chef de gouvernement, tout dirigeant étranger qui viendrait en Israël passerait par Yad Vashem. Il n'empêche qu'on peut en faire ensuite, faire de cette visite plusieurs usages. C'est un fait objectif et je n'ai pas proféré de jugement à cet égard. Maintenant, les protestations internationales, ce sont les protestations internationales qui ont mené le parti bleu-blanc à opposer un veto. Ce n'est pas autre chose. C'est cette vigueur de la protestation internationale. Donc, elle était importante. Elle était importante et elle émanait d'un grand nombre d'universitaires qui étaient extraordinairement inquiets pour les mêmes raisons que celles que je vous ai exposées. À savoir que le centre, et vous savez, tous ceux qui travaillent sur la Shoah sont extrêmement sensibles à cette situation dans laquelle Israël mène une politique avec laquelle on peut ne pas être d'accord, qui peut avoir, diable que je suis prudente, qui peut être problématique par certains de ses aspects, et en même temps travailler sur la Shoah en étant, par exemple, comme je le suis dans l'ouvrage dont je viens de parler, peut-être un peu dur avec les milieux résistants qui sont pourtant les good guys et qui resteront les good guys et qui le sont encore à mes yeux et qui ont fait un travail absolument extraordinaire au péril de leur vie. Donc, la dimension critique d'une approche, elle est importante. Et donc, si vous voulez, ce sont ces gens-là qui comprennent bien la situation extraordinairement sensible dans laquelle on se trouve quand on travaille sur la Shoah, qu'on souhaite des liens, les entretenir, les multiplier avec une institution comme Yad Vashem, et où on risque de se retrouver face à une institution, Yad Vashem, qui serait entre les mains de quelqu'un qui n'aurait plus de crédibilité morale pour mener la barque. Donc c'est eux qui ont en fait agi et je les en remercie. Et c'est pour ça que j'ai joint ma signature à la leur. Et je pense que c'était extrêmement important que ce soit fait. Et j'espère vraiment que ça va réussir à empêcher la nomination. Je ne suis pas sûre que Gantz lui-même, il se serait rendu compte de ce qui était en train de se passer s'il n'y avait pas eu ce mouvement qui était un mouvement international. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. On va reprendre encore une série de questions. Je voulais juste évaluer avec vous, Madame Poznanski, parce que je pense qu'on va dépasser. Il est 14h08. Est-ce que vous avez encore un peu de temps à nous consacrer? Pas de problème. Super. Alors, j'aurais voulu prendre encore une série de 4 questions. Evelyne, je te vois lever la main. Je vais te donner, ce sera la 5e. Alors, si vous voulez bien, la question de Claude Boschurberg, de Jacqueline London, de Rachel Gédinac, Galit Toiti et Evelyne Esco. Et ensuite, on continuera encore un petit peu. Claude, le micro. Le micro, Claude. On ne t'entend pas.
Oui, je dis très rapidement parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Oui, je reviens un petit peu sur le propos. Je n'entrerai pas dans le débat avec le futur président. Moi, ce qui m'intéresse, c'est inscrire la Shoah dans l'identité israélienne. Et effectivement, il y a ce tournant historique de 1962 avec le procès Eichmann. Ma question, c'est si je suis ce que vous dites, l'inscription de la Shoah dans l'identité, c'est-à-dire voulu par Ben Gourion, en fait, on a aussi une perturbation au sein de cette construction identitaire, je dirais, avec l'arrivée et la couverture du procès par Hannah Arendt. Et on a vu comment, à l'époque, il y a eu du remous, Gershom Scholem, etc. Hannah Arendt, elle qui a défini la banalité du mal avec Eichmann, mais en même temps qui, d'une certaine manière, accusait, entre guillemets, les communautés juives à être un petit peu les artisans de la Shoah, ce qui a valu les foudres à l'époque, effectivement, des intellectuels autour d'elle. Est-ce que vous pouvez revenir avec vos lumières sur ce petit passage qui est quand même important pour nous montrer quelle a été l'importance, l'impact précisément de l'incursion d'Hannah Arendt dans ce procès. Voilà. Pardon, le micro, excusez-moi. Alors, on va prendre la question de Jacqueline London, s'il vous plaît. Jacqueline, le micro. Oui. Votre question, s'il vous plaît. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Moi, je voudrais savoir, qui a-t-il d'autre comme candidat que Efi Eitan, parce qu'on ne parle que de lui, et d'autre part, j'ai entendu tous les aspects négatifs, mais il doit avoir des qualités pour pouvoir se présenter comme futur directeur. Donc, voilà, nous éclairer un petit peu sur l'enjeu, parce que sinon, moi, je ne comprends pas grand-chose, mais je trouve cette réunion passionnante, formidable. C'est génial. Merci. Rachel, à toi. Rachel Jedinac, ton micro. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à rajouter dans tout ce que j'ai entendu. On se pose des questions. Moi, je comprends la position de Madame Poznanski parce que je suis tout cœur avec elle. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup Rachel. On va prendre la question de Galit et que tous ceux qui n'ont pas parlé se rassurent, vous serez la prochaine session de questions. Mais je pense que 4 par 4 pour Madame Poznanski, c'est confort. Galit? Oui, je voulais savoir si, évidemment, ça atteindrait au prestige de Yad Vashem, mais est-ce que ça pourrait le mettre en péril autrement, sur le plan, par exemple, des soutiens internationaux que l'institution reçoit, où elle n'est pas menacée, parce qu'il y aura toujours suffisamment de grands donateurs pour cette institution. Madame Poznanski? Oui, alors, inscrire la Shoah dans l'identité israélienne et Hannah Arendt, Claude. La polémique, je ne peux pas bien sûr trop éclairer, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que la polémique qu'il y a eu autour du texte d'Hannah Arendt, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a conforté, elle a permis de, comme bien souvent, quand quelqu'un pose un défi, pose une question qui dérange, ça permet aux voix majoritaires, et en l'occurrence publiques, de réfléchir plus avant et de conforter leur propre position. Donc, je pense que ça a permis, c'est un peu comme, si vous voulez, la façon dont les études sur le fascisme en France se sont confortées, se sont alimentées, se sont épaissies sans changer après l'intervention de Zeev Sternel, qui est venu jeter son… Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, je crois que c'est un petit peu ce qui s'est passé.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une espèce de levée de bouclier, de tout le monde s'est rapproché et on a essayé de théoriser, d'alimenter, de conforter tout ce qui était dit de façon un petit peu plus lâche par le passé. Voilà, je crois que c'est un petit peu pour répondre très rapidement. Très bien. Jacqueline, il n'y a pas d'autres candidats. C'est une décision jusqu'à présent. La nomination cette nomination est entre les mains, était entre les mains du ministre de l'Éducation. Elle est passée entre les mains du ministre de l'Éducation nationale. Il en a décidé ainsi parce qu'il avait sans doute un service à rendre à Effie Eitam, ou il avait envie d'avoir son soutien pour une autre raison. Oui, il a des qualités, je les ai dites. Ça a été un très bon général, c'était un bon militaire, c'est un très bon militaire. Il a aussi fait preuve de certaines qualités managériales. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais enfin, il est capable de… Mais pour une institution comme Yad Vashem, on ne peut pas faire abstraction de ce qu'il a pu dire ou de ces paroles qu'il a prononcées qui sont quand même très, très graves sur le plan moral. Je suis désolée, ce n'est pas, pas une question de position politique, c'est une question… c'est même pas vraiment, la question n'est pas celle de ses opinions politiques. C'est au niveau de la moralité, de sa crédibilité morale que la question est très, très grave. Merci Rachel de ce que vous avez dit. Et quant à Galit, soutien financier internationaux, j'en sais rien. Je pense que… Vous savez, vous aurez toujours les inconditionnels, mais et à court terme, peut-être qu'il n'y aura pas tellement de changements. Je pense qu'à long terme, il y aura des changements. Je veux dire, à partir du moment où une institution perd de son prestige, on a moins envie de l'aider, quel que soit… Yad Vashem risque très gros dans cette affaire, à mon avis, hein, à mes yeux. Yad Vashem risque vraiment très, très gros. Il y va de sa crédibilité, il y va de la centralité de cette institution pour la mémoire de la Shoah, il y va de la… C'est un coup c'est vraiment une balle dans le pied qu'Israël se tire, hein, vraiment, à mes yeux. Il y a eu des articles dans les journaux, dans Haaretz, notamment Gidon Levy, qui est à l'extrême gauche de la carte politique israélienne, qui disait « Je ne comprends pas ces protestations. En fait, Israël est comme ça maintenant. » Bon, il n'y a strictement aucune raison pour que Yad Vashem ne soit pas… Le visage de Yad Vashem soit différent du visage d'Israël dans d'autres domaines. Je vais… continuer de donner la parole à mes camarades, mais je voulais juste vous dire, et puis à vous aussi, Mme Poznanski, cette pétition, cette liste des pétitionnaires, je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive plus aujourd'hui à trouver la liste des gens qui ont signé cette pétition. Elle doit exister quelque part, mais bon, enfin voilà. Alors, M. Pierre-François Veil, Michel Azaria, Evelyne Askolovitz encore, Bruno Alioua, il me manque Alain de Toledo. Et après, ce sera Muriel et après, on conclura. Juste deux mots sur l'aspect financier, parce que il faut savoir que 50% du budget de Yad Vashem est un budget public. Par conséquent, ces 50%-là ne seront par hypothèse pas affectés, sinon par les décisions éventuelles de tel ou tel gouvernement un jour, de les augmenter, de les diminuer. Voilà. Mais 50% du budget de Yad Vashem est un budget public. Et le reste du budget, c'est effectivement des grands donateurs. Et j'en sais rien, mais j'allais dire ce que exactement vous avez dit, Mme Poznanski. Le personnage envisagé pour succéder à Avner Shalev est, entre guillemets, et je comprends parfaitement que vous le regrettez, il n'y a pas de propos critiques sur les positions qui sont tenues. Mon propos est un peu forcé, mais à peine. Il est dans l'air du temps. Je crois simplement qu'il faut être prudent. Donald Trump n'a pas
n'a pas détruit la démocratie américaine. Et pas plus tard qu'hier, eh bien, on a vu que les grands électeurs ont définitivement donné raison aux électeurs tout court, aux petits électeurs, si j'ose dire, si je peux me permettre de parler comme ça. Et par conséquent, la démocratie américaine est une démocratie solide et elle a tenu. J'entends parfaitement tout ce qu'on… Je n'ai aucun problème avec tout ce qu'on peut dire sur ce candidat, effectivement, du ministre de l'Éducation nationale, parce que ce n'est pas un candidat élu, c'est un candidat choisi, nommé par l'État. J'entends, éventuellement je le partage pas, peu importe, mon avis n'a pas d'intérêt, mon avis individuel, mon avis personnel n'a pas d'intérêt. Mais je crois qu'il faut être prudent et ne pas jeter par-dessus bord Yad Vashem au prétexte éventuellement d'une nomination, même si elle est pas souhaitable ou peu souhaitable. Voilà. Yad Vashem survivra. Yad Vashem survivra à cette éventuelle nomination, comme toute institution survit aux hommes, heureusement. Voilà. Donc je crois qu'il faut être, encore une fois, c'est ce que je voulais dire, c'est tout, je ne veux rien dire d'autre. Mais vraiment, il faut être prudent avec ça. Parce que soyez certains qu'un certain nombre de gens n'hésiteront pas à l'instrumentaliser. Voilà, c'est tout. Michel Azaria. Oui, je voulais poser une question non seulement à l'intervenante, mais aussi à Raphaël. Je voulais demander à Raphaël, est-ce que le comité international d'Auschwitz a pris position? Et l'autre question plus générale, c'est quelle est l'attitude des Américains, des Juifs américains? Et je pense aussi aux problèmes qui vont se poser au Conseil international d'Auschwitz, parce que ça va poser des problèmes qu'une personnalité pareille participe aux réunions du Conseil international. Alain de Toledo. Voilà, le temps de brancher le micro. Bon, désolé, je n'ai pas de questions particulières pour Madame Poznanski. En revanche, j'ai une proposition. J'aimerais bien que Monsieur Veil soit invité prochainement pour discuter effectivement des justes et comment se passent les nominations, etc. Merci. J'accepte volontiers votre invitation et je vous en remercie. Pardon. Françoise Tangeman, vous avez une question? J'arrive, je me remets le micro. J'ai un président qui est là, donc je n'ai rien à… D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors enfin, Bruno Alioua et Robert Egenès, si vous avez des questions, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci René Poznanski pour votre intervention. Moi, je fais partie d'une génération particulière puisque j'avais 20 ans en 1980 et donc j'ai assisté… J'avais 10 ans en 70 et j'étais membre de la Shemer Hatzair, donc j'ai vu le changement de l'ère du temps en Israël depuis ces années-là. Ma question que je me suis toujours posée, et j'étais tout petit quand je lisais Inzerbort avec ma grand-mère, j'ai appris le yiddish paradoxalement, ayant un père séfarade, et je me rappelle des débats par rapport aux indemnisations et l'attitude de la droite israélienne qui était radicalement contre les indemnisations. Est-ce que vous pensez que la date de 1980, l'arrivée au pouvoir de Menachem Begin, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'enseignement de la Shoah? Vous l'avez dit, mais est-ce que c'est l'ère du temps, c'est-à-dire le fait d'avoir des dignitaires israéliens qui sont directement issus de la Pologne d'avant-guerre, c'est-à-dire Shamir qui est parti en 40, Begin qui est parti en 40, puis après, est-ce qu'on n'est pas dans finalement un changement dans l'ère du temps? Aujourd'hui, on est dans la génération des enfants, des survivants. Mais moi, ma question, c'est la question un petit peu droite-gauche qui m'a toujours un petit peu… Je me demande si finalement, il n'y a pas eu un… Est-ce que finalement, vous pensez que c'est finalement… la droite a-t-elle apporté quelque chose? Qu'est-ce que la droite a apporté? Et c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la… là, moi, quand je vois les projections des sondages en Israël et que je vois la place des partis de gauche, je me dis, mais comment les choses vont évoluer? Est-ce que finalement,
Est-ce que vous pensez que le changement de l'enseignement de la Shoah est lié à un intérêt supplémentaire, c'est-à-dire avec le film Shoah, avec le développement des études, les chaires, ou est-ce que vous pensez que finalement ça a été un peu encouragé par les gouvernements de droite? Parce que moi j'ai toujours été étonné par finalement vous avez parlé du procès Eichmann, mais entre la mort d'Eichmann et 1978, on dirait qu'il y a aussi un petit peu un silence. Et je me rappelle de ces réflexions concernant les relations de l'État d'Israël avec des dictatures d'Amérique du Sud dans lesquelles il y avait un grand nombre de néo-nazis, d'anciens nazis, de cette absence d'extradition, de cette absence en fait de lutte contre les anciens nazis qui fourmillaient un petit peu partout dans des pays qui avaient des relations très proches avec l'État d'Israël. Donc je voulais voir avec vous, je voulais vous poser cette question un petit peu, est-ce que vous voyez un changement lié à cette arrivée de la droite au pouvoir? Merci Robert Egenès et Muriel Flicoteau. Et après, ce sera toi. Alors moi, merci beaucoup pour cet entretien, cette conférence passionnante. Moi, j'ai une question sur l'avenir. J'aimerais que vous nous disiez, parce que tous ces débats sont intéressants, mais mes petits-enfants israéliens, comment est-ce qu'ils voient, comment est-ce qu'ils apprennent la Shoah aujourd'hui? Et je ne pense pas que les débats sur la nomination de qui sera le directeur les passionnent, mais comment ça fera partie de leur éducation, eux qui sont des arrière-petits-enfants de déportés? Merci. Merci beaucoup Robert Egenès. Evelyne Askolovitch, et on aura fait le tour des questions. Il faut que tu mettes ton micro, Evelyne. Ton micro. Oui, voilà. D'accord. Alors, c'est une suite un peu à la politique. Il y a 3 ou 4 ans, en plein intifada, j'étais en Israël pour un Yom HaShoah. Et j'étais très, très, très troublée par le parallèle qui a été fait dans les discours officiels et notamment également par le maire de Rehovot, et j'étais dans une salle, qui a fait le lien entre le fait que si on ne se battait pas, c'était au moment où il y avait les bombes qui tombaient de la bande de Gaza, que si on ne mettait pas un point final à tout ceci, il y aurait une nouvelle Shoah. Le lien qu'on a fait entre la politique contre les Palestiniens, et je suis très, très, très prudente également, mais le lien qu'on faisait que si on ne faisait pas attention, qu'il y aurait de nouveau une Shoah. Alors peut-être ça a un rapport avec la question de Bruno sur la politique. Et puis je voudrais juste dire à M. Veil que je crois que le plus important est quand même de dire que Yad Vashem ne peut pas être comparé à aucun autre institution et que donc il faut que le directeur soit tout à fait comme il faut. Merci. Madame Poznanski, vous pouvez répondre à toutes ces remarques. Remettez votre micro. On ne vous entend pas. Je dis que, Monsieur Veil, vous aimez beaucoup le terme de prudence. Je ne suis pas prudente. Pourtant, Dieu sait si j'ai essayé de l'être aujourd'hui avec vous tous. Mais ça ne caractérise pas franchement la prudence. Je pense que, en l'occurrence, prudent parce qu'il vous faudra travailler avec n'importe qui. Non, il ne vous faudra pas travailler avec n'importe qui. L'institution survivra, oui. Mais quelle institution? Les institutions survivent, certes. Mais d'abord, Israël, ce n'est pas la démocratie américaine. Et la mémoire de la Shoah est un petit peu plus fragile que la démocratie américaine. Et c'est ça qui risque, qui est en danger, très sincèrement. Non pas l'institution, il restera un Yad Vashem, bien entendu qu'il restera Yad Vashem, mais quel Yad Vashem? Avec quelle autorité? Avec quel prestige? Avec quelle possibilité d'influence? Avec quel renom? Quel Yad Vashem restera? Qui aura envie d'avoir un lien avec quel Yad Vashem? C'est de ça qu'on parle. Et quelle autorité morale? Je veux dire, il y a quelque chose
Alors, d'accord, bien entendu que Yad Vashem en tant qu'institution n'est pas en danger, on est bien d'accord. Il n'en reste pas moins que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel qui est en danger, pas une institution, un cadre structurel. La position des Juifs américains, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais en tous les cas, tous les chercheurs américains, et il faut comprendre une chose, c'est qu'actuellement, la recherche sur la Shoah, elle se pratique essentiellement dans 2 pays, c'est en Allemagne et aux États-Unis, pas en Israël. C'est très triste ce que je suis en train de dire, mais l'enseignement, la recherche sur la Shoah en Israël s'appauvrit d'année en année. Le nombre de professeurs qui peuvent enseigner la Shoah diminue d'année en année. Israël a cessé d'être le centre de la production de qualité, production historique de qualité sur la Shoah. C'est très triste, mais c'est lié à des problèmes de langue. C'est que pour travailler sur la Shoah, il faut connaître beaucoup de langues. Et que l'apprentissage des langues, ce n'est pas quelque chose de facile. Il est beaucoup plus simple de travailler sur la mémoire de la Shoah en Israël, il suffit de savoir l'hébreu, en France, il suffit de savoir le français, etc., etc. Si on veut travailler sur le cœur de la Shoah, il faut connaître les langues dans lesquelles cette Shoah a été, enfin, là où ça s'est produit, en quelque sorte. Alors, le polonais, le russe. Alors maintenant, il y a ceux qui viennent de Russie, d'URSS, des chercheurs qui viennent de là-bas, qui commencent à travailler de façon sérieuse. Voilà, donc ça, c'est à propos des Juifs américains, je ne sais pas, mais les chercheurs américains ont été, qui sont vraiment au cœur de la recherche sur Israël, sont au centre de cette protestation. Alors Bruno, la question droite-gauche, qu'est-ce que la droite a changé? La droite a tout changé. Mais est-ce que la droite a changé ou est-ce que c'est l'ère du temps qui a mis la droite au pouvoir et qui a mis la droite en accord avec l'ère du temps et du fait et d'une espèce de vision messianique du sionisme après 67 qui a remplacé celle sur laquelle vous avez pu grandir à la Shomer HaTzaïr et celle qui a aussi provoqué en fait mon alia. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais, mais à l'époque, c'est pas la vision nationaliste c'est pas ça qui m'a envoyé en Israël. J'ai fait mon alliance en 73, c'est pas ça. Donc, les deux sont liés. Alors, la droite a tout changé, mais elle est venue au pouvoir. Ce qu'elle a changé notamment, c'est que l'accent nationaliste est devenu de plus en plus prégnant. Et il est devenu de plus en plus prégnant sur tout, y compris sur la façon dont la Shoah est interprétée, transmise, etc. C'est normal. Je ne suis pas en train de dire quelque chose de particulièrement révolutionnaire là. L'avenir des petits-enfants israéliens, oh là là, si vous saviez ce que je me pose cette question moi-même, parce que moi j'ai des petits-enfants ici. Et je peux vous raconter, alors là, puisqu'on est à la fin de notre intervention, je peux vous parler d'une anecdote d'un de mes petits-fils qui maintenant a 16 ans, mais qui a 3 ans, alors que il adore les restaurants japonais, je l'avais emmené dans un restaurant japonais, et on était donc tous les deux, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes petits-enfants, les emmener un par un, et il me disait, oh écoute mamie, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. On veut nous faire pleurer tout le temps à l'école. Alors d'abord, c'est les guerres d'Israël, avec les soldats qui sont tombés. Ensuite, c'est la Shoah, avec les Juifs qu'on a tués. On passe notre temps à pleurer. Il y en a marre, quoi. Voilà. Je vous transmets ce qu'un de mes petits-enfants m'a dit. J'ai essayé de voir, d'expliquer. Et cela dit, il vient dans une famille où, quand même, c'est pas seulement parce que je travaille sur le sujet, j'ai quand même ma petite place dans la tribu familiale. C'est aussi parce que moi aussi, je suis fille de déportés, que mes parents sont des survivants de la Shoah, l'un comme l'autre.
Et donc, c'est quelque chose de très prégnant dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'il en restera pour les petits-enfants? Je ne saurais pas vous dire. On les emmène un peu partout. Les voyages en Pologne les marquent profondément, mais les voyages en Pologne, d'abord, tout dépend de qui les organise. Quand c'est organisé par des écoles, tout dépend de qui les organise en fait. Et du message qui est transmis à cette occasion-là. Et c'est extrêmement difficile de le dire. Est-ce que c'est un message nationaliste? Est-ce que c'est un message humaniste? Tout dépend de l'école qui organise. Donc, c'est très difficile de tirer des conclusions là-dessus. Evelyne, ben oui, là c'est l'instrumentalisation dont je parlais, la nouvelle chose. Eh ben oui, mais tout le monde le fait. Hein. Pour les uns, je vais me faire l'avocat du diable pour montrer que je suis vraiment pas. J'essaye de faire la part à tout le monde. Mais quand on compare, alors évidemment, avoir comparé Arafat à Hitler. C'est de l'instrumentalisation scandaleuse de la Shoah. Traiter n'importe qui de fasciste, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Je veux dire, c'est une trivialisation d'un événement dont il faut conserver la singularité pour pouvoir en saisir la portée, en tirer les enseignements qu'on veut en tirer. Pour soi-même, pour sa famille, pour les gens autour de nous et pour le monde dans lequel on veut vivre. Merci beaucoup, Madame Poznanski. J'ai beaucoup, voilà, on a vraiment tous envie de vous dire merci. Je crois que ça a été une des plus belles conférences qu'on ait eues toute cette année et même au long cours. Ça a été vraiment formidable d'avoir vos réflexions là-dessus et vous tous. Toutes vos questions. Je pense qu'on va conclure. Il est 14h36, donc c'est quand même un peu fatigant pour tout le monde. Et merci infiniment de nous avoir dégagé du temps. En conclusion, rapidement, quelques réflexions qui valent ce qu'elles valent. Peut-être que ces références permanentes à la Shoah dans le champ politique, ce qu'on appelle l'instrumentalisation, mais vous l'avez dit, sans porter de jugement moral, le mot est fort, mais peut-être aussi que c'est ça le traumatisme dont nous héritons de la Shoah. C'est-à-dire que plus rien ne sera jamais comme avant et notre lecture du monde ne peut pas être la même. Donc, peut-être que nous faisons des références à cela. J'aimerais ajouter aussi, bien sûr, un sujet qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, c'est que l'instrumentalisation de la Shoah, c'est aussi l'apanage de gens qui sont de réels ennemis de l'État d'Israël et parfois même d'ennemis des Juifs. Je me souviens avoir eu cette lecture extraordinaire d'un philosophe israélien que vous devez connaître, Madame Poznanski, qui s'appelle Elchanan Yakira, qui a écrit il y a quelques années « Post-sionisme, post-Shoah, 3 essais sur la délégitimation d'Israël ». Je pense que c'est une lecture qui peut vous inspirer tous parce que justement, ça passe un petit peu au crible, voilà, tous ces processus d'instrumentalisation de l'histoire de manière générale. Et Israël n'est pas le seul exemple au monde où on utilise l'histoire pour vanter finalement une attitude ou un programme politique. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie infiniment. Robert Regenès, qui est le directeur du CRIF, peut-être un mot de conclusion. Bruno, président de la commission du souvenir, pour remercier notre conférencière. Et puis, on va se souhaiter de très belles fêtes à tous. Hanouka Sameach encore. À vous pour le mot de la fin. Merci beaucoup, il est tard. Juste un mot pour vous dire merci. C'était passionnant et je pense que les débats ne sont pas terminés. Nous les suivrons avec beaucoup d'attention. Et je laisse le mot de la fin à Bruno parce qu'il est tard. Bon, merci à tous. Je vous remercie et je souhaite à Raphaël, on est très heureux de te voir parmi nous et on souhaite encore te voir encore très longtemps, ainsi que Evelyne et chacun d'entre vous. Merci Madame Poznanski de nous avoir éclairés. Je crois que pour nous, c'est très important d'avoir votre avis. Je sais qu'on est en train de vivre des moments très particuliers. Je crois que les réunions Zoom, finalement, ont un avantage, c'est de pouvoir vous voir. Et je crois que ce sera intéressant de refaire d'autres réunions de ce type sur des sujets un petit peu différents. Mais merci d'avoir répondu rapidement. Merci à chacun de vous. Merci à chacun du travail que vous faites tous
au service de la mémoire. Et je vous souhaite à tous un Purim, un Hanouka Sameach à chacun d'entre vous. Et puis je crois que vraiment, et là je le dis parce que c'est la fin de l'année, merci à Stéphanie Dassa, qui est la cheville ouvrière de cette commission. Merci à parce vous, président. Vraiment, je pense que c'est grâce à toi que les choses évoluent, qu'on a tous plaisir à se retrouver. Et avec le sourire. Et avec le sourire. Donc pour moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi. Hein. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. Allez, Rak Sameach. Rak Sameach. Merci Madame Poznanski. Portez-vous bien en Israël. Merci. Merci à vous tous. C'était génial. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous envoie un petit mot. Au revoir. Merci, merci René.